Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce troisième et dernier jour des universités d'été du Parti Socialiste. Alors dans un instant, on va suivre bien sûr en direct le discours d'Harlem Désir, le premier secrétaire du Parti Socialiste par intérim. Mais d'abord, cette image, c'est l'image forte de cette matinée. C'était il y a quelques instants les 6 candidats à la primaire qui ont fait leur entrée dans la salle plénière. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, Arnaud Montebourg, Ségolène Royal, Martine Aubry accueillis avec François Hollande et Jean-Michel Bailey aussi du PRG, le 6e candidat, Manuel Valls également. Tous les candidats présents devant la scène, accueillis par Harlem Désir. Les militants étaient debout avec les drapeaux, on entendait tous ensemble, socialistes, on va gagner. Une ambiance très chaleureuse dans la salle, de nombreux militants, de nombreux jeunes étaient présents pour soutenir les candidats. Vous voyez sur ces images Bertrand Delanoë, le maire de Paris, qui est venu saluer les candidats, tous les candidats qui étaient tous sourires avec des empoignades chaleureuses, avec des bisous aussi, on l'a vu. Bref, une image d'unité et avec rassemblement et de rassemblement du Parti Socialiste et avec nous pour parler justement de cette image, Gérard Collomb, sénateur, bonsoir, merci d'être avec nous, bonjour, pardon. Vous avez vu ces images d'unité, est-ce que c'est ça qu'il faut retenir finalement de ces 3 jours d'université du Parti Socialiste? Oui, je pense que l'ensemble des dirigeants socialistes, en particulier des candidats, ont la conviction que nous sommes dans des moments difficiles pour notre pays et que par rapport à ces difficultés, par rapport à la crise que nous connaissons, il faut effectivement se rassembler pour gagner cette présidentielle et donc offrir une nouvelle alternance. Mais on a senti quand même, au-delà de l'image, même si l'image est importante, notamment pour tous les Français qui ne sont pas présents ici, mais il y a eu de la tension pendant ces 3 jours à La Rochelle. L'ambiance était un petit peu électrique entre les différents camps. Mais il est normal que lorsque l'on est dans une primaire et que l'on se présente, qu'évidemment on essaye de se projeter au maximum, de donner le meilleur de soi-même, peut-être en jouant un peu des coudes au détriment de ses voisins. Mais ensuite, chacune des candidats savent qu'il faudra se rassembler et que c'est la condition de la victoire l'année prochaine. Le sondage IFOP qui parut ce matin dans le journal du dimanche donne encore un écart assez fort pour François Hollande. François Hollande, c'est votre candidat. Vous pensez que l'affaire est faite, c'est plié ? Jamais rien n'est fait tant que les votes n'ont pas été acquis. Mais on voit bien qu'il y a une tendance qui, à mon avis, peut effectivement s'accentuer. Vous voyez, je crois que pour François Hollande, cette année, est en train de se produire le même phénomène que pour Ségolène Royal lors de la dernière élection. Vous voyez un rapprochement entre Ségolène Royal et François Hollande, on va dire simplement sur ce qui s'est passé en 2007. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça démarre, et puis on voit bien qu'il y a un candidat qui prend le large et qui s'impose par rapport à tous les autres, et que les débats, si vous vous souvenez des dernières présidentielles, n'ont rien changé à ce phénomène. On se disait par exemple, Ségolène Royal va être écrasée dans les débats par Laurent Fabius, par Dominique Strauss-Kahn. Il n'en a rien été, parce qu'une fois que l'élan est donné, eh bien évidemment cet élan transcende le candidat. Et pourtant, on s'en souvient, en 2007, Ségolène Royal au final n'a pas gagné quand même la présidentielle. Est-ce que vous ne craignez pas justement qu'après l'ensemble des socialistes n'arrivent pas à se rassembler comme ils n'ont pas réussi à se rassembler derrière Ségolène Royal? Je crois qu'on n'est pas du tout... Est-ce que ça peut laisser des traces quand même ces primaires? Alors pour cet aspect-là des choses dans la même situation. Pourquoi? Parce que Ségolène Royal, c'était quelqu'un qui était très étrangère au Parti Socialiste, une sorte d'électron libre. Alors que là, François Hollande, c'est quelqu'un qui connaît dans ses profondeurs le Parti Socialiste, qui peut bénéficier à la fois de soutien au niveau de l'appareil central, puis en même temps qui a l'appui profond d'un certain nombre de fédérations, en particulier de beaucoup d'élus. Donc il n'est pas dans la même situation d'isolement que Ségolène Royal. On dit que François Hollande est le candidat des élus et que Martine Aubry est la candidate du parti, c'est un peu ça aujourd'hui? Elle est un peu la candidate, j'allais dire, de l'appareil du parti, parce qu'évidemment, les élus, ils sont pas isolés, ils ont beaucoup de militants autour d'eux, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont élus. Au-delà même des militants, ils représentent beaucoup de choses pour les Français qui leur font confiance au niveau local. Et donc, lorsqu'ils vont s'engager dans cette campagne sur le terrain, beaucoup des électeurs qui leur font confiance pour les élections locales vont avoir tendance à les suivre dans la voie qu'ils leur indiqueront. Qu'est-ce que vous lui conseillez aujourd'hui à François Hollande? Il reste une quarantaine de jours avant ce premier tour.
Mais de faire quelle est la stratégie? De faire ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas parler simplement pour les primaires, mais de parler pour la France. On voit bien qu'au cours de toutes les interventions qu'il a faites au cours de ces 3 jours, il a essayé de se projeter au-delà. Au-delà du Parti socialiste, au-delà du Parti socialiste, au-delà de ces divisions apparentes, au-delà de la petite guéguerre qui à un moment donné pourrait s'installer, pour essayer de se projeter de l'avant, parler des grands problèmes de la France, des problèmes de la crise économique, comment on sort de cette crise économique en prenant en compte les déficits et en retrouvant ensuite les voies de la croissance. Voilà, c'est ce qui aujourd'hui, à mon avis, le préoccupe, c'est là-dessus qu'il travaille et c'est là-dessus qu'il veut faire les propositions aux Français. Ségolène Royal, elle a encore une carte à jouer, on dit qu'elle pourrait être la faiseuse de roi du deuxième tour. Il est clair qu'elle aura un rôle important dans la mesure... Il faut ménager ses adversaires. Dans la mesure où elle a 10 à 13%, 15% peut-être, et donc il y a un certain nombre de gens qui lui font confiance. Sa parole comptera forcément au deuxième tour de cette primaire. Merci beaucoup Gérard Collomb d'avoir répondu en direct à nos questions. Alors vous l'avez vu, les 6 candidats à la primaire sont déjà dans la salle plénière. On attend bien sûr le discours d'Harlem Désir, le discours de clôture. Mais nous avons pu interviewer François Hollande et Martine Aubry il y a quelques instants avant leur entrée dans la salle. On regarde tout de suite l'interview de Martine Aubry. Martine Aubry, on vous sent depuis 3 jours très déterminée, presque relax. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Il reste une quarantaine de jours avant le début des primaires. Je crois que j'ai fait jusqu'au bout ce que je devais faire, ce que les militants m'avaient demandé, ce que les Français attendaient, c'est-à-dire rassembler un parti socialiste qui était particulièrement désuni, le rassembler autour d'un projet qui pour la première fois a été voté à l'unanimité. Et ce qui s'est passé pendant l'été, à nouveau cette crise, nous montre combien nous avons eu raison de proposer ce changement profond, et puis aussi nouer des relations de confiance avec la gauche, avec les autres partis socialistes et sociaux-démocrates européens. Donc jusqu'à fin juin, j'étais à la tête du Parti socialiste, et je pense que si nous ne l'avions pas redressé ensemble, et si je ne l'avais pas fait, nous n'aurions aucune chance de gagner en mai 2012. Maintenant, voilà, ma candidature est là. Certains disent même que vous avez mangé du lion. Oh, écoutez, je ne sais pas, moi je suis enthousiaste parce que je crois que notre pays va mal. Je pense que les Français ont envie de changement, pas n'importe quel changement. Un changement qui, évidemment, permette à notre pays de se redresser. On a des atouts considérables. Je vois les PME aujourd'hui qui n'arrivent plus à trouver de crédit. Je vois nos chercheurs qui n'en peuvent plus de ne pas pouvoir financer leurs recherches. Mais notre pays a aussi envie d'être rassemblé. Voilà. La France, c'est un pays qui aime l'égalité, qui aime le rassemblement, pas les divisions, qui n'a pas envie d'avoir peur, comme le président de la République essaye de le faire. Je veux montrer aux Français qu'il y a à nouveau un chemin du progrès et que s'il y a des efforts, ils seront justes, ce qui changera. Et je crois qu'ils comprennent cela et moi je sens un véritable mouvement qui me donne encore plus de force et de détermination. Et pourtant aujourd'hui, dans le journal du dimanche, est publié un nouveau sondage qui creuse l'écart une nouvelle fois avec François Hollande, votre principal rival. Comment comptez-vous convaincre tous les Français, puisque ce ne sont pas seulement les militants, mais tous les Français qui vont pouvoir venir voter aux primaires? Certains disent que le match serait peut-être déjà plié. Oui. Écoutez, moi, comme je vous le dis, je ne suis pas candidate depuis 1 an, je suis candidate depuis quelques semaines. Voilà, donc aujourd'hui, je peux dire je peux dire aux Français, voilà où je veux vous amener. C'est pour ça d'ailleurs que je leur ai écrit une lettre. Une lettre que vous avez adressée aux Français, qui a été tractée un petit peu partout sur les marchés. Qui va être tractée partout, qui est tirée à 1 million d'exemplaires. Pourquoi? Pour dire aux Français simplement, je veux vous expliquer ma démarche. Je sais ce que vous ressentez et je sais aussi nos atouts. Je les connais. Je voudrais vous dire la France que je veux incarner. Je voudrais vous dire aussi comment nous allons changer profondément les choses. Parce que ça ne sert à rien, dans le fond, de venir voter. Si c'est pour maintenir la même chose, mettre quelques rustines, il faut changer de système, répondre aux défis écologiques, remettre de la justice partout, aider ceux qui sont créateurs, ceux qui ont envie de développer notre pays, et puis faire entendre une autre voix dans le monde, la voix que la France a toujours eue dans les grands moments de son histoire et qu'elle a perdue. Et puis je leur dis, j'aurai besoin de vous, parce que le lien social, l'attention aux personnes âgées, la main tendue à un enfant, à un jeune qui dérape, c'est vous aussi qui allez nous aider à changer notre pays de cette manière-là. Un mot quand même sur cette ambiance aux universités d'été qui se conclut aujourd'hui. 3 jours où on dit que l'ambiance était quand même électrique entre vous, entre les équipes de François Hollande et François Hollande lui-même, malgré les apparences. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je n'ai senti aucune attaque. Et je n'ai senti que des militants enthousiastes qui parfois même me disaient on soutient tel ou tel autre, mais nous on veut qu'on gagne. J'ai senti aussi autour de moi un soutien formidable d'élus, de militants qui
on retrouve finalement la gauche qui sait gérer, on n'a pas le leçon à recevoir de la droite, mais la gauche de transformation, qui sait que, pourquoi moi je fais de la politique, j'ai fait du syndicalisme, j'ai été dans le milieu associatif, mais j'ai aussi été dans l'entreprise. Pourquoi je me suis à chaque fois engagée? Eh bien parce que je crois au progrès. Voilà. Et ce progrès, ce chemin du progrès, Nicolas Sarkozy veut nous donner l'impression, veut dire aux Français, c'est plus possible de retrouver ça. Moi je leur dis, il y a un chemin pour la France et pour l'Europe, et je le conduirai pour vous et avec vous. Il y a eu quand même certaines attaques. Vous avez notamment critiqué le bilan de François Hollande à la tête du Parti Socialiste. Vous avez dit, quand j'ai pris le parti, il faisait pitié. Est-ce que ça quand même, ça nuit pas un peu à l'ambiance générale? Relisez exactement ce que j'ai dit. Nous faisions pitié, c'est bien ça. Nous faisions pitié. Et j'ai dit, j'en prends ma part de responsabilité. Non, vous ne me prendrez jamais là-dedans. Ça fait 3 ans que j'essaie de rassembler notre parti. C'est la condition du succès. Jamais je n'attaquerai les personnes. Mais vous savez, quand Josiane Balasco disait, elle qui a été de tous les combats, ils sont où les socialistes? Eh bien aujourd'hui, elle doit dire, ils sont là les socialistes, ils sont près des Français, ils ont des réponses à leur apporter à la crise, ils ont des réponses à leur apporter à cette crise sociale que nous vivons, à cette injustice qu'on va vivre dans les écoles à la rentrée scolaire la semaine prochaine, dans les supermarchés où les gens n'en peuvent plus de ne pas pouvoir remplir leur caddie. Voilà, et aujourd'hui elle peut dire, et j'en suis fière, ils sont là les socialistes, ils sont unis, ils sont rassemblés et ils ont envie de porter la France vers un chemin qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Martine Aubry, si votre priorité pour François Hollande, on a entendu hier, si sa première des priorités, ce serait une réforme fiscale. Pour vous marquer la différence, car vous devez aussi marquer la différence entre candidats, quelle serait, vous, votre première Moi, ce n'est pas pour marquer priorité. La différence, c'est pour dire profondément ce que je pense. Je dis 3 choses. Lorsque je serai présidente de la République, la première chose que je ferai, en dehors d'un gouvernement paritaire et divers, bien évidemment, c'est de baisser le salaire du président de la République et des ministres, parce que c'est un scandale de l'avoir augmenté comme cela. Les mesures de fond que je porterai. Bien sûr, une réforme fiscale, parce que avant que la croissance que nous allons relancer revienne, il faut remettre de la justice partout, et on le sait bien, ces 70 milliards de niches fiscales, de cadeaux fiscaux non financés que Nicolas Sarkozy a donnés et qui nous conduisent aujourd'hui en grande partie à la crise dans laquelle nous sommes, sont inacceptables. Donc une réforme qui crée de la redistribution. Et puis parce que je crois à l'égalité, il y aura une rentrée 2012 qui ne sera pas la rentrée 2011. Il faut mettre les moyens là où on en a besoin. Je l'ai dit, il n'y en aura pas partout dans l'éducation. Reformer les professeurs, leur donner les moyens là où il y en a besoin pour donner une chance à chaque enfant. Et dans l'entreprise, une loi enfin, parce que j'en ai fait des lois incitatives, mais là une vraie loi qui permette l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Les entreprises auront 3 ans pour signer un accord et pour l'appliquer. Après, on supprimera les exonérations de charges sociales et les subventions si elles ne respectent pas cette égalité. Voilà, c'est tout un projet, c'est une cohérence qui porte le redressement et en même temps la transformation, c'est-à-dire l'égalité et aussi la France plus forte que nous voulons créer. Alors on a bien sûr beaucoup parlé pendant ces 3 jours de la crise économique, de la réduction des déficits publics, mais alors certains disent attention de ne pas tomber justement trop, de s'enfermer dans ce débat-là et de ne pas avoir finalement un vrai programme de gauche avec des propositions sur l'éducation, sur la sécurité, sur d'autres problématiques qui intéressent le peuple de gauche. Mais vous savez, là, pour moi, le sérieux, c'est comme la morale, c'est une évidence. J'ai pas eu besoin de règles d'or pour redresser les comptes de la sécurité sociale. Bien gérer l'argent que l'on nous donne, c'est ce que je fais dans ma ville, c'est ce qui a permis de désendetter ma ville en augmentant les investissements sans augmenter les impôts, par exemple. Donc le sérieux, c'est une évidence. Pourquoi gérer sérieusement? Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Il y aura des suppressions de niches fiscales. Ça veut dire pour certaines catégories, ceux qui sont multipropriétaires, pour les revenus du capital, pour ceux qui aujourd'hui ont les revenus et les patrimoines les plus élevés, oui, ça augmentera leurs impôts, bien évidemment. Mais il faudra aussi supprimer, par exemple, la défiscalisation des heures supplémentaires, qui est une mesure absolument folle en période de chômage. Alors que l'Allemagne a baissé de 2 heures sa durée du travail pendant cette crise. Nous subventionnons les heures supplémentaires. Ça n'a aucun sens. Avec cet argent, 4,5 milliards, on peut créer 300 000 emplois jeunes, ça ne coûte que 3 milliards, voyez-vous, et on redonne ainsi de l'espoir véritablement aux Français. Donc pour moi, la rigueur, c'est-à-dire le fait de bien gérer, c'est une évidence. C'est la raison pour laquelle, contrairement à d'autres, j'ai rejeté immédiatement cette soi-disant règle d'or du président de la République, qui voulait nous faire croire qu'il allait faire demain ce qu'il n'avait pas fait aujourd'hui. Moi, je dis que le sérieux, c'est d'agir tout de suite. C'est la raison pour laquelle, au lieu de parler de cette règle d'or, j'ai fait des propositions très précises. Et j'ai dit, Monsieur le Président, dès maintenant, parce que moi je veux que la France aille bien, j'attends pas mai 2012, baisser les niches fiscales de 10 milliards. Malheureusement, il n'a fait que quelques saupoudrages et il a touché
aux mutuelles, à la CSG. Donc il a encore diminué le pouvoir d'achat des Français. Et je lui avais dit, aidez tout de suite à l'investissement pour relancer la croissance de manière ciblée, en aidant à l'investissement dans les PME, en transférant l'impôt sur les sociétés de ceux qui distribuent en dividendes au lieu d'investir, et puis supprimer donc cette défiscalisation des heures supplémentaires pour faire des emplois. Vous verrez dans les jours qui viennent, la croissance molle que nous avons aujourd'hui, 0% au deuxième trimestre, va se changer en récession. Tout cela parce que le gouvernement des Français aujourd'hui. Ne veut le pas. risque de récession. Voilà. Et même Madame Lagarde le dit maintenant qu'elle est au FMI. Il aurait fallu à la fois réduire les déficits, c'est une nécessité. La catastrophe financière de la gestion de M. Sarkozy, elle est considérable, mais en même temps relancer de manière ciblée la croissance. Ce qu'on n'a pas fait en Grèce, je l'avais demandé en disant vous allez voir cette austérité trop rapide, trop dure, trop brutale va emmener une catastrophe. On y est. Eh bien la France est en train d'aller vers une récession parce que le président n'a pas souhaité ne pas toucher d'abord les classes populaires et moyennes. Il y avait suffisamment de niches fiscales à supprimer et ne pas relancer la croissance. C'est très grave, c'est une faute, je dirais, politique au sens où socialement c'est inacceptable, mais c'est aussi une très grosse faute économique. En 2012, si vous arrivez au pouvoir, vous n'avez pas l'impression qu'il y aura une sorte de plan d'austérité, rigueur, encore ce mot rigueur? Vous savez, la situation de la France aujourd'hui est largement due, la Cour des comptes le dit, les 2/3 de notre déficit à des cadeaux fiscaux non financés. On pourrait la niche Copé qui a coûté 22 milliards et qui donne aux grandes entreprises une défiscalisation de leur plus-value de vente de filiales. À quoi ça sert sur le plan économique? À rien. J'ai cru comprendre que d'ailleurs le ministère des Finances, l'inspection des Finances venait de faire un rapport pour dire que 50 milliards de ces niches fiscales n'avaient aucune efficacité. Moi j'ajouterais que beaucoup sont injustes socialement. Nous avons des marges de manœuvre. Bien sûr, il y aura des efforts à faire. Mais quand je serai présidente de la République, ces efforts seront justes. Par exemple, je reprendrai la réforme des retraites pour qu'elle soit juste. Je donnerai la possibilité à chacun de réussir à l'école. Mais je demanderai aussi aux Français de respecter les règles. Et la sécurité sera une des priorités absolues, là où l'échec est total pour Nicolas Sarkozy. Martine Aubry, juste une toute dernière question. Si vous aviez un mot aujourd'hui, un slogan, une phrase pour convaincre les Français d'aller voter le 9 et le 16 octobre pour vous, qu'est-ce que ça serait? Retrouver le progrès et nous rassembler autour des valeurs de la France, celles qu'on a envie de retrouver, la France qu'on aime, quoi. Merci beaucoup. Que j'aime en tout cas. Merci Martine Aubry d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Voilà, c'était l'interview de Martine Aubry, candidate à la primaire socialiste et à l'élection présidentielle. On va aller tout de suite dans la salle plénière écouter quelque peu d'ambiance. Et Emmanuel Morel, le secrétaire national chargé de ces universités d'été, qui est actuellement en train de prendre la parole. Beaucoup d'ambiance, les candidats sont là et dans un instant c'est Harlem Désir, le premier secrétaire du Parti socialiste qui va prendre la parole pour la conclusion de ces universités d'été. Les candidats rentreront encore une fois pour une photo de famille. Mais bien sûr, on va écouter l'ensemble des candidats que vous avez pu entendre depuis 3 jours sur nos antennes. Oui, et après Martine Aubry, eh bien c'est François Hollande qui est venu répondre à nos questions. C'était il y a quelques instants, regardez. François Hollande, 3 jours d'université du Parti socialiste et on vous sent presque décontracté, relaxé. C'est la fin de ces universités, mais aussi en tête dans les sondages. Est-ce que le match est gagné? Ah non, le match n'est pas joué, il ne peut pas être gagné. Il faut avoir le respect pour le suffrage qui va s'exprimer le 9 octobre, je rappelle, c'est le premier tour de l'élection primaire. Tous les Français sont invités à y participer, donc je ne sais pas combien ils seront. À partir de là, moi je ne veux pas jouer les fiers à bras parce qu'il y aurait des enquêtes d'opinion qui iraient dans le même sens. 40 jours, il peut s'en passer des choses. Mais rien n'est fait pour l'instant, selon vous. Quand même, depuis de nombreuses semaines, vous êtes en tête dans les sondages. Tout est bien engagé, mais rien n'est terminé. Alors qu'est-ce qui reste à faire pendant ces 40 jours pour vous? Car la stratégie risque d'être différente à partir de maintenant. Non, il n'y aura pas de stratégie différente. J'ai les thèmes que j'ai posés, la jeunesse, la réforme fiscale, une nouvelle étape de la démocratie, et puis le même rythme qui est le mien, des rencontres avec les Français, des réunions publiques, et puis ce que vous pouvez aussi faire en m'invitant dans les organes de presse. On sent déjà que vous êtes un petit peu quand même au-dessus de la mêlée hier lors de votre intervention dans la salle plénière. Est-ce que vous avez déjà pris le costume de présidentiable? Je m'y prépare en tout cas, c'est pas une affaire de tailleur seulement ou de prêt-à-porter. Il s'agit de se mettre dans cette perspective. Je ne sais pas si j'aurai
la qualification, mais je dois faire comme si je l'avais déjà, pour me mettre devant les Français dans la situation non pas d'être un candidat comme les autres, mais d'être un possible prochain président. Sur le fond, vous avez promis qu'une des priorités, ça serait la réforme fiscale. D'autres annoncent d'autres priorités. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il serait temps de revoir le projet du Parti socialiste? J'ai dit que la réforme fiscale était une condition, pas un objectif en tant que tel. C'est ce qui va nous permettre de faire le reste, c'est-à-dire la croissance, le rétablissement des comptes publics et le financement de nos priorités. Mais il y a forcément, compte tenu de la situation économique, la crise, les difficultés des finances publiques, nécessité de mettre un ordre de priorité, de ne pas tout promettre, parce que nous ne pourrons pas tout tenir. Alors durant ce week-end, il n'y a eu aucune confrontation entre vous et les différents candidats aux primaires. Il va y avoir bien sûr les 3 débats qui vont permettre de vous différencier. Qu'est-ce que vous attendez de ces débats? D'abord, c'est le respect que l'on doit avoir pour tout candidat à la primaire. C'est le respect pour les Français, parce que ils veulent connaître, ils veulent savoir, puisqu'ils sont invités à venir dans une consultation, en l'occurrence celle du 9 octobre. Et ce que j'attends, c'est qu'on puisse être précis, que chacun, puisque nous avons le même projet, puisse dire quel est exactement le calendrier, le rythme et la mesure exacte qu'il entend tirer de nos engagements communs. Ça sera la seule différence ? Il n'y aura pas de différence sur les propositions entre vous et les autres candidats? Non, puisque nous sommes liés par des propositions, mais nous pouvons dire dans quel ordre et avec quelle intensité, quel contenu nous leur donnerons leur traduction le moment venu. Merci François Hollande, on sait que vous allez devoir rejoindre la salle. Merci beaucoup. François Hollande, en effet, qui est dans la salle au premier rang, même avec les 5 autres candidats à la primaire. Tout le monde attend maintenant le discours de clôture d'Harlem Désir, le premier secrétaire du Parti socialiste par intérim. Et puis il y aura cette fameuse photo de famille que tout le monde attend depuis le début de ces universités d'été du Parti socialiste. Oui, et ça chauffe dans la salle, ça y est, Harlem Désir va bientôt prendre la parole, beaucoup d'ambiance, vous voyez sur ces images qu'on va vous proposer, les militants applaudissent, les drapeaux sont levés, beaucoup de chants. On va peut-être, en attendant ce discours, commencer par quelques commentaires. Gérard Leclerc de la chaîne parlementaire Assemblée est avec nous, Gilles Leclerc de Public Sénat aussi. Gérard Leclerc, quelques mots de conclusion sur ces 3 jours d'université. Quelles sont vos impressions à quelques minutes de cette conclusion? C'est un exercice qui était difficile pour les socialistes parce qu'il fallait à la fois pour chacun des candidats montrer sa différence sans tomber dans la polémique, le déchirement comme on a souvent connu à La Rochelle. Je trouve que finalement ils s'en sont pas si mal sortis. On a beaucoup parlé d'ambiance électrique, etc., de coups bas. En fait, c'est pas trop apparu. On a sauvé un peu les apparences avec les photos ensemble, etc. Et puis finalement, chacun a pu effectivement jouer sa partition. François Hollande était en tête dans les sondages, donc lui, il fallait qu'il continue à affirmer cette idée de force tranquille, de sérénité, etc. Martine Aubry était un peu en retard, il fallait qu'elle accélère, qu'elle marque davantage sa différence, ce qu'elle a fait. 3 jours pour rien, finalement ? Pas 3 jours pour rien, parce que je crois qu'on voit un peu mieux maintenant quelle est la stratégie des uns et des autres, quelles sont éventuellement un peu les différences des uns et des autres, notamment dans la façon de mener campagne. Voilà, en tout cas, il reste maintenant 40 jours avant les primaires pour que l'on connaisse le candidat qui représentera le Parti socialiste. Est-ce que la mission a été réussie pour tous les candidats à la primaire? On a parlé de peut-être une petite boulette quand François Hollande n'est pas venu écouter Martine Aubry. Quelles sont vos sensations? Je suis assez d'accord avec ce que disait Gérard, c'est-à-dire moi je dirais maîtrise et discipline. Le Parti socialiste voulait réussir cette université d'été qui était effectivement à risque. Ça n'a pas été le cas, il n'y a pas eu le spectacle de division. Et chacun des candidats à la primaire a fait un véritable effort pour justement éviter tout dérapage. Il n'y a pas eu dérapage. Donc chacun, a bien maîtrisé à la fois son discours, sa posture, tout en développant ses thèmes de campagne. En effet, on a vu des nuances, pas de véritable différence sur le fond, et ça signifie sans doute que le tempérament, le style, les personnalités vont sans doute jouer un peu dans la perception des militants, et pas seulement des militants, mais des sympathisants qui vont s'apprêter à voter pour la primaire les 9 et 16 octobre. C'est ça qui était intéressant. Un candidat qui a marqué plus de points pendant ces 3 jours, selon vous ? En tout cas, je pense que personne n'en a perdu. Ce qui était sans doute le premier objectif. C'est-à-dire que probablement François Hollande, alors après, chez les journalistes, on a dit qu'il avait plutôt marqué des points, qu'il avait été assez bon. Il faut rester extrêmement prudent. C'est vrai que dans les sondages, mais là aussi, je pense que rien n'est fait. Moi, je pense vraiment que j'ai tendance à penser que même s'il y a plutôt quelqu'un qui est devant maintenant, c'est François Hollande, mais la campagne, en fait, démarre vraiment maintenant. N'oublions pas encore une fois que ce ne sont pas seulement les militants qui vont voter, mais au-delà, les sympathisants socialistes. Tout le monde n'a pas encore compris d'ailleurs comment allait s'organiser vraiment
cette campagne électorale et comment on allait pouvoir voter pour ces primaires. Donc je veux dire que c'est vraiment les 4 semaines qui viennent qui vont être déterminantes. Moi je pense que rien n'est joué et qu'aujourd'hui chacun a, je dirais, joué sa partition. Probablement que François Hollande a consolidé un petit peu sa place de leader, mais il faut rester très prudent. Martine Aubry a joué sa place. On a vu le dynamisme des Ségolène Royal. Voilà, on va remonter aussi Ségolène Royal. En tout cas, c'est ce qu'on entend dans les couloirs ici et de nombreux militants. Ceux qui l'avaient enterrée sont allés un peu vite. Elle est toujours là. Elle a toujours son groupe de militants derrière elle. Elle a toujours cette espèce d'originalité, parfois un peu iconoclaste. Elle a repris hier ses thèmes de campagne en les actualisant un peu. L'ordre social juste, l'encadrement militaire pour les délinquants. En jouant beaucoup avec la salle, comme elle le faisait déjà en 2007. Elle a une vraie personnalité et elle est très active. C'est elle qui a été cet été la plus sur le terrain. Elle va continuer et effectivement, il peut y avoir, comme il y a eu au moment du congrès de Reims, encore une surprise. Elle peut faire davantage que ce que pour l'instant disent les sondages. Sondages qui montrent quand même qu'elle progresse un peu. Peut-être être en deuxième position au soir du 9 octobre. C'est extrêmement difficile à dire. C'est vrai que Ségolène Royal a un atout, c'est que elle sait ce que c'est que les primaires. Elle a déjà été en campagne, ça se voit. Donc elle a appris, elle a du métier, y compris en corrigeant un certain nombre de défauts qu'on avait pu noter en 2006. Et que donc je pense que Ségolène Royal, c'est la campagne de Ségolène Royal, c'est sans doute une campagne à suivre à partir de maintenant, les autres aussi évidemment, mais particulièrement celle-là parce que il peut y avoir peut-être des surprises. Ça m'étonnerait que Ségolène Royal ne fasse pas un bon score. Sera-t-elle qualifiée pour le second tour? Personne n'en sait rien aujourd'hui. Elle a un peu le statut de faiseuse de reine et de roi. Elle sera un peu la clé de l'entre-deux tours, certainement, Ségolène Royal. Ce qui complique un peu la tâche des autres candidats, et notamment des deux favoris, de François Hollande et de Martine Aubry. Ils savent bien que, soit il y aura effectivement la surprise qu'elle soit au second tour, ce qui pour eux serait une catastrophe, pour l'un ou pour l'autre, des deux favoris. Mais autrement, effectivement, l'autre hypothèse, c'est que le second tour, s'il y a second tour, risque d'être serré. Et dans ce cas-là, ce que dira Ségolène Royal sera important. Donc on remarque que personne ne l'attaque. Cela dit, un certain nombre de... Il y a peut-être plus d'affinité entre Martine Aubry et François Hollande. C'est peut-être là-dessus que ça va jouer. Oui, c'est des calculs qui sont pas simples. Surtout, il y a un certain nombre d'observateurs qui remarquent que l'électorat de Ségolène Royal est très particulier, est vraiment très attaché à son charisme, etc. Et que c'est pas forcément un électorat qui se reportera automatiquement vers l'un ou vers l'autre. Pas forcément du Parti Socialiste, c'est ça que vous voulez dire aussi? Oui, pas forcément. Puis même ceux, parce qu'il y a aussi des militants, des adhérents du Parti Socialiste, mais en tout cas, ils sont attachés à Ségolène Royal, à son charisme, à son discours, etc. Et donc le passage à d'autres candidats n'est pas évident. Gilles Leclerc sur Ségolène Royal, un mot et après on va aller dans la salle. Concernant Ségolène Royal, encore une fois, je pense que ça va être une campagne très très dynamique. Elle a montré encore une fois ses qualités ici. Elle a appris, elle a plus travaillé manifestement que dans les dernières années. Donc elle va compter. Il ne faut pas oublier non plus aussi les autres candidats, parce que Manuel Valls, Jean-Michel Bellay aussi, et Arnaud Montebourg, parce que même s'ils sont crédités aujourd'hui, encore une fois, restons prudents, mais Arnaud Montebourg plus Manuel Valls, ça fait pas loin de 10%. En cas d'élection serrée, ce sont des voix qui vont compter pour le second tour. Et ce qui pourrait dire, par exemple, entre les deux tours, s'ils ne sont pas qualifiés, ça va compter aussi. Donc chaque voix risque de compter, à moins que l'un ou l'autre fasse le trou dans les 15 jours qui vont venir. Et ce sont d'ailleurs les deux candidats qui essayent le plus de se démarquer dans cette campagne. Oui, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Donc ils peuvent dire beaucoup de choses. D'ailleurs, ils ne s'en privent pas. Ils ont une carte à jouer. C'est le renouveau. C'est aussi le renouveau générationnel. Ce sont des candidats quand même nouveaux aux yeux de l'opinion publique en France. Et au fond, ils peuvent peut-être aussi créer une petite surprise. En tout cas, ils ont des militants et ils font campagne depuis longtemps. Exemple Arnaud Montebourg, par exemple. Messieurs, vous restez avec nous. On va aller tout de suite écouter la séance plénière où les conclusions commencent à se préparer. C'est Emmanuel Morel qui finit actuellement son discours. Puis, vous allez entendre Harlem Désir, le premier secrétaire. On se retrouve tout à l'heure pour plus de commentaires. J'avais promis à Jean Ballot que je parlerais, que j'évoquerais... J'avais oublié un candidat aux primaires. J'avais promis à Jean Ballot, je ne sais pas s'il est dans la salle, que je citerai mon maître Jean Popren, mais finalement je me suis dit je vais faire encore plus inattendu. J'ai retrouvé une vieille phrase de Gaston Defferre, le maire de Marseille, tout va bien Arnaud, qui disait, c'était il y a longtemps, qui disait la gauche au pouvoir, ce sont d'abord et avant tout les augmentations de revenus salariales pour les classes ouvrières et pour les classes moyennes. Et il ajoutait, s'il n'y a pas ça, le reste ne vaut pas. Eh bien oui, il a raison.
Et vous, candidats aux primaires, vous, candidats aux présidentielles, vous devez aussi en être convaincus. Oui, augmentation généralisée des bas salaires pour les Françaises et les Français. C'est le mot d'ordre de la campagne. Là, je vois les candidats aux primaires qui commencent à se dire, merde, si on a le non-cumul des mandats, le rajeunissement de la vie politique, l'augmentation des bases de salaire, tout ça l'année prochaine, ça va faire beaucoup de travail. Et oui, c'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes candidat à ça. Et c'est ça qu'on attend de vous, mesdames et messieurs. Chers camarades, je finis très rapidement. Pierre Mauroy est arrivé tout à l'heure. Et moi, je fais partie de cette génération qui n'a pas connu l'ivresse de 1981. J'étais né, je te remercie Laurence, mais j'étais très petit. Et je me souviens même pas, parce que chacun reconstruit ses histoires. Hein. Tout le monde dit oui, mes parents sabraient le champagne, moi je me souviens de rien du tout. En revanche, ce que je sais, c'est que je fais partie de cette génération entrée en politique et plutôt élevée au devoir de grisaille, vous voyez, au droit d'inventaire, avec des camarades qui nous expliquaient que les grandes espérances meurent souvent dans des grandes désillusions. Oui, c'est vrai. Je fais partie de cette génération à qui des camarades bienveillants qui, eux, ont connu 81, disaient « Modérez vos ambitions, soyez raisonnables, y compris dans vos indignations, soyez précautionneux dans vos promesses, et surtout, méfiez-vous des lendemains qui déchantent. » C'est ceux qui avaient fait 81, mais c'est normal. Eh bien moi, chers camarades, je suis comme vous tous ici. Je suis... Une petite altercation. Chers camarades, je suis comme vous tous, raisonnable, prudent, un vrai social-démocrate, conscient des contraintes, des obstacles, des résistances. Mais parce que je connais notre force collective et parce que je connais et je sais l'énergie incroyable du peuple de Français, je veux croire et je veux rêver à des lendemains qui changent et qui changent vraiment avec la gauche, parce que c'est pour ça que nous sommes là. Et je rêve aussi, chers camarades. Oui, des lendemains qui changent, ça pourrait être un beau slogan de campagne. Et je voudrais aussi, et j'en finis, je rêve aussi que l'année prochaine, à cette même tribune, à l'instar de Léon Blum, quand il installa le gouvernement du Front populaire, et à l'instar de François Mitterrand, quand il entra de l'Élysée, nous puissions dire ici tous ensemble, enfin, les difficultés commencent. Merci à vous, et j'appelle Harlem Désir, notre premier spectacle. Je vais mettre un gobelet propre. C'est bon? On va tourner de l'eau. Merci Emmanuel. Chers amis, chers camarades, chère Martine, cher François, chère Ségolène, cher Arnaud, cher Manuel, cher Bertrand, cher Jean-Michel Bailey, qui est notre invité ce matin et que je vous demande de saluer. Cher Pierre Mauroy, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce matin, comme Lionel était parmi nous jeudi soir au cours de la Fédération de Charente-Maritime. À l'heure de conclure nos travaux, on me dit que nous battons cette année le record d'affluence et qu'il y a eu cette année à La Rochelle et que nous sommes ce matin 5000 socialistes rassemblés pour cette rentrée politique.
à tous ceux qui donnent à cette rencontre tout son éclat. Les camarades de la Fédération de Charente-Maritime et Olivier qui nous reçoivent si bien chaque année et qui se mobilisent pendant tout l'été pour préparer notre accueil. Les permanents du Parti socialiste qui sont à l'organisation et sans lesquels nous ne pourrions pas les réussir ces journées. Notre si courageux et valeureux service d'ordre qui a tant à faire, nous le savons, avec nos amis de la presse y compris. Maxime, qui nous accueille toujours avec cette formidable hospitalité ici à La Rochelle. Marie-Lise et les élus qui souvent arrivent même avant pour commencer à travailler au sein de la FNESR. Et évidemment, notre président à tous pendant ces journées, Emmanuel Morel, qui vient encore de montrer son talent, pas simplement son talent à cette tribune, mais celui de rassembler autour de nous tant d'intellectuels, d'acteurs de la société et de grandes personnalités autour des militants du Parti socialiste pour travailler ensemble. Et merci en particulier à ceux qui font de tous nos rendez-vous un tel succès, qui leur donnent leur couleur. Merci à la relève, merci aux jeunes socialistes et à leur charismatique président, Lauriane Degnaud. Chers camarades, après ces 3 jours de débat, de travail, de convivialité aussi, marqués par cet esprit de camaraderie qui doit toujours être au cœur de l'identité socialiste. Je veux vous dire mon sentiment personnel. Lorsque je nous vois inventifs, combatifs, unis au service des Français, je ne ressens pas simplement une immense fierté d'être socialiste. Mon sentiment profond est que notre parti est aujourd'hui un grand parti socialiste et que jamais depuis 25 ans, les socialistes n'ont été aussi près de remporter l'élection présidentielle. Et nous ne cherchons pas la victoire pour la victoire, le pouvoir pour le pouvoir. Nous voulons la victoire pour la France. Nous voulons le pouvoir rendu aux Français, car les Français attendent cette victoire. Ils l'exigent de la gauche, ils l'exigent de nous. C'est pourquoi notre rentrée politique ici à La Rochelle est d'abord une rentrée de défense des Français contre cette droite qui leur impose une rentrée de sacrifice, d'injustice et d'austérité. Ils attendent de nous, les Français, que nous chassions cette droite qu'ils ne supportent plus. Ils ne supportent plus l'agitation qui remplace l'action, l'arrogance qui dissimule l'impuissance, l'incapacité de ce président à gouverner la France, lui qui peine si souvent à se gouverner lui-même. Il faut que quelqu'un dise à Nicolas Sarkozy la vérité. Les Français ne veulent plus de votre politique, de vos échecs, de votre clan à la tête de l'État. Monsieur le Président, les Français ne veulent tout simplement plus de vous et ils vous le diront dans quelques mois par les urnes. Je le dis à la droite tout entière, les Français n'oublieront aucune des fautes commises. Aucune des promesses non tenues depuis 2002. Avec ce président, les historiens n'auront pas beaucoup de travail, ou plus exactement, pour définir sa présidence, quelques lignes suffiront. Nicolas Sarkozy, président des fausses promesses pour les Français et des vraies largesses pour les ultra-riches. Les Français n'oublieront pas l'escroquerie du travailler plus pour gagner plus. Cette escroquerie politique, économique et sociale, ces 5 années de hausse du chômage, de chute du pouvoir d'achat, d'explosion des inégalités, de dégradation des conditions de travail, de casse des retraites. Les Français n'oublieront pas le cynisme de ces Robins des Bois à l'envers, qui prennent aux pauvres pour donner aux riches, qui prennent au RSA pour donner à l'ISF, pour donner à Monsieur Tapi, à Madame Bettencourt, au premier cercle de l'UMP, ces belles personnes comme Monsieur Wauquiez, qui qualifient les chômeurs de cancer de notre société, ces tartuffes qui nous querellent sur les fichiers de nos primaires, mais qui veulent ficher les allocataires sociaux comme messieurs Mariani et Bertrand. La France a honte de cette droite qui attaque les victimes de la crise plutôt que de s'attaquer à la crise. Cette droite pompier pyromane qui crie au feu, invente de soi-disant règles d'or
pour cacher sa gestion de plomb et imposer son plan d'austérité aux Français. Car qui donc, depuis 10 ans, a creusé, troué de toutes parts nos finances publiques en multipliant les cadeaux aux plus riches au lieu de soutenir les salaires, la croissance, l'emploi des Français? Qui a doublé la dette de la France depuis 2002, passée en 10 ans à 1 800 milliards d'euros? Cela, ce n'est pas le bilan du manque de rigueur de la gauche, c'est la facture laissée par la droite. Et messieurs Sarkozy et Fillon, monsieur Déficit et docteur Faillite, osent encore nous donner des leçons d'économie et surtout de morale. Puisque les agences de notation sont à la mode, je préfère prévenir le président de la République. Monsieur le Président, cela fait bien longtemps que vous avez perdu votre triple A auprès des Français. Messieurs Sarkozy et Fillon, pensez un peu plus à la France et un peu moins à 2012. Montrez-vous à la hauteur pour une fois. Rangez votre soi-disant règle d'or et arrêtez vos jeux politiciens. Ayez le courage de reconnaître vos erreurs et faites amende honorable. Présentez un budget de justice fiscale, un budget où les efforts seront justement répartis. Oui, Ségolène a raison. Commencez par reprendre l'argent là où vous l'avez mis depuis 2002, c'est-à-dire dans la hotte immense des cadeaux fiscaux que vous avez offerts aux plus riches. Monsieur Fillon croit avoir dupé les Français avec sa micro-taxe pour les maxi-riches. D'une main, il leur reprend exceptionnellement et provisoirement 200 millions d'euros avec sa toute petite taxe, mais de l'autre, il leur donne 10 fois plus, 2 milliards d'euros avec l'allègement de l'impôt sur la fortune. Alors, les amis ultra-riches du pouvoir signent de belles tribunes dans les journaux pour demander à être davantage taxés. C'est déjà un bel aveu sur l'injustice de la politique fiscale de la droite. Mais qu'ils fassent plutôt signer des chèques au Trésor public à leurs amis, ce sera moins utile à la communication du pouvoir, mais tellement plus utile au budget de la nation. Je veux le dire avec une certaine solennité. C'est bien mal aimer la France que de croire qu'on peut lui faire l'aumône avec quelques millions. La France ne reçoit pas la charité que lui consentent quelques milliardaires. La France, c'est la République. La France lève l'impôt citoyen, l'impôt juste, l'impôt équitable. Et je crois qu'aujourd'hui, face à des circonstances exceptionnelles, nous devons puiser notre force et notre sursaut dans ce que notre histoire nationale a de révolutionnaire. Oui, notre pays a besoin d'une nouvelle nuit du 4 août, d'une nuit du 4 août fiscale. Notre pays a besoin de l'abolition des privilèges fiscaux. Il faut, Monsieur Fillon, revenir sur l'allègement de l'ISF. Il faut annuler les niches fiscales clientélistes et vraiment taxer les hauts patrimoines et les hauts revenus, comme l'a justement proposé Bertrand Delanoë. Il faut taxer les revenus du capital, au moins autant que ceux du travail, les stock options, les bonus des traders, les super profits des groupes bancaires et pétroliers. Au lieu de cela, la droite ne montre que son esprit d'abandon, sa servilité face aux puissances de l'argent, sa résignation face à la finance et au marché. Pourtant, comme le rappelle souvent Martine, notre pays a tant d'atouts, notre nation a su relever tant de crises, affronter tant de dangers. La France ne cédera pas devant quelques spéculateurs et quelques conservateurs. Sont-ils incapables, comme nous l'avons fait avec nos camarades allemands du SPD, de se réunir pour trouver des solutions communes, tous ces conservateurs qui dirigent l'Europe? Rien, pas une vraie solution. Voilà même qu'ils se réunissent maintenant pour annoncer ce qu'ils ne vont pas faire. Pas de rebond, pas de fonds de stabilité financière renforcés, pas de réelle mise en œuvre de la taxe sur les transactions financières, pas de budget européen renforcé, pas d'harmonisation fiscale et sociale, ni de véritable gouvernement économique européen. Car François a bien eu raison de le dire, 2 réunions par an avec M. Van Rompuy, c'est quand même un peu court pour sauver l'Europe. Nous n'acceptons pas que ces conservateurs soient aujourd'hui les fossoyeurs du projet européen. Berlusconi
Sarkozy, Merkel, Cameron, Barroso, ils n'ont su coordonner que leurs échecs, leur impuissance à sortir le continent de la récession. Ils n'ont su coordonner que l'austérité qu'ils veulent imposer au peuple d'Europe. De sommet en rencontre, ils ont agi chaque fois trop tard et trop peu, sans être à la hauteur de l'événement, ni redonner un cap à notre continent. C'est pourquoi une nouvelle génération d'Européens doit se lever. Debout l'Europe, réveillez-vous Européens, il faut sauver notre continent, sortir nos pays de la crise. Il faut défendre haut les couleurs et les valeurs de l'Europe dans le monde de demain. Il faut surtout refuser la fatalité du recul social et du chômage qui sont les fléaux de nos sociétés et qui minent l'esprit européen. La réponse à la crise ne sera pas dans moins de solidarité, dans le chacun pour soi, mais dans plus de solidarité entre Européens. C'est le combat que nous menons derrière Catherine Trautmann, à Strasbourg, à Bruxelles, avec nos amis du Parti socialiste européen. Pourtant, on voit partout l'égoïsme, le repli nationaliste triompher. Nous le disons, face à cette crise, le nationalisme, c'est l'impasse, c'est l'impuissance. Comme hier, c'était la guerre, comme le proclamait François Mitterrand, comme aujourd'hui, c'est toujours la haine. Nous n'accepterons jamais la tentation xénophobe. Nous combattrons toujours les profiteurs de crise que sont les leaders d'extrême droite. Oui, Lauriane a eu raison. L'héritière millionnaire Le Pen ne sera jamais le porte-voix des travailleurs français. Le gentil syndicaliste du Front National n'est que l'arbre qui cache la forêt des néo-nazis, des racistes, des révisionnistes qui continuent à peupler le Front National. Et dans cette forêt d'extrémistes qui empoisonnent toute l'Europe, il y a un homme dont les actes ignobles ont été justifiés par les Le Pen père et fille. Cet homme s'appelle Breivik et il a tué nos camarades norvégiens au nom d'une idéologie de haine qui relie toute l'Europe, toute l'extrême droite en Europe. Il y a des discours qui tuent. Et je veux ici à mon tour, avoir une pensée fraternelle pour nos jeunes amis et camarades norvégiens assassinés, pour toutes les victimes de la haine en Norvège tuées le 22 juillet dernier parce qu'ils étaient socialistes. Et je pense tout particulièrement à notre jeune compatriote assassiné, Rolf Christopher Jansen Terro, et à sa famille. Et en pensant à ce drame, je me dis que décidément, nous ne pouvons accepter et nous n'accepterons jamais aucune forme de complicité ni d'alliance dans les idées ou dans les urnes entre l'extrême droite et la droite qui se dit républicaine. Il faut que cesse cette dérive qui fait passer Claude Guéant de grand commis de l'État à triste copie de Bruno Gollnisch. Oui, l'UMP a organisé en son sein, avec la bénédiction de son secrétaire général, M. Copé, une passerelle, un sas permanent avec l'extrême droite qui s'appelle la droite populaire et qui n'a de populaire que le nom puisqu'elle a porté les idées les plus antisociales de ces derniers mois. Il y en a assez de cette droite rance qui compare les homosexuels à des animaux, qui demande des tests ADN pour les immigrés ou qui veut interdire le droit de grève. La droite populaire est une droite anti-républicaine. C'est une droite lepéno-compatible, couverte cyniquement par la direction de l'UMP et M. Copé pour préparer de futures convergences, peut-être même de futures alliances électorales avec l'extrême droite. Face à cette droite dangereuse, il faudra faire vivre l'humanisme républicain qui est au cœur de la gauche. Je pense en ce moment aux mots de notre camarade le Premier ministre norvégien après le drame du 22 juillet. Nous répondrons, a-t-il dit, nous répondrons, nous, par encore plus d'ouverture, par encore plus de démocratie. Oui, plus de démocratie, c'est bien le cœur de notre projet. La parole donnée aux citoyens, c'est le point de départ pour relever les défis et préparer l'avenir. Au cœur de la crise, quand le marché prend le pouvoir sur nos vies, sur les aspirations essentielles, sur le droit à la santé, au logement, à l'école, à l'emploi, à la justice sociale, il faut rétablir la démocratie, le pouvoir des citoyens. C'est le choix des socialistes depuis Jaurès. Il n'y a de changement il n'y a de chemin vers le changement, vers le progrès, vers la justice et l'égalité que par de plus grandes conquêtes démocratiques
et la parole rendue aux citoyens. C'est le sens que nous avons, dès leur conception, avec Arnaud, voulu donner à ces primaires citoyennes qui seront en elles-mêmes, par cette révolution démocratique qu'elles représentent, la première expression de la volonté citoyenne de changement, le premier acte du changement. Nous avons un projet ambitieux et solide sur l'emploi, l'environnement, la croissance, le logement, l'école, la sécurité et tous les sujets qui sont au cœur de la vie des Français. Nous sommes le premier parti à avoir présenté un projet aux Français et Laurent a décrit hier au cours de ces débats ce que pourra être la première année de ce changement. Ce projet de tous les socialistes sera le socle de notre victoire et de notre réussite collective. La situation de la France est difficile et au rythme des dégâts commis par cette majorité, elle le sera plus encore, nous le savons, en 2012. C'est pourquoi il n'y aura pas de redressement sans vérité. Nous ne pourrons pas tout faire tout de suite. Il nous faudra fixer des priorités, combler les trous, réparer les dégâts des politiques passées, en même temps qu'investir immédiatement dans nos priorités pour préparer les succès de l'avenir. Alors il faut l'assumer. Notre responsabilité sera, oui, de réduire les déficits et la dette que la droite irresponsable a accumulés, en même temps que d'engager le changement. Mais nous disons à ceux qui, à droite, voudraient nous faire croire que rien n'est possible à cause de la situation calamiteuse dans laquelle ils ont laissé les finances publiques, le commerce extérieur, l'emploi, notre compétitivité, que sans changement de politique, sans soutien actif à l'investissement, à l'emploi, à l'éducation, à la recherche, à l'innovation, à l'industrie, au développement durable, il n'y aura pas de croissance et que sans croissance, il n'y aura pas de réduction des déficits et de la dette. Alors, Manuel a eu, je crois, une formule qui traduit bien notre sentiment collectif. Ne sacrifions pas l'avenir, pensons le long terme, favorisons l'intérêt général. Mes chers camarades, au service d'un grand projet pour la France, nous avons des candidats de très grande qualité. Je veux le dire, nous en sommes fiers. Des candidats qui placent l'unité au-dessus de tout. Et je veux les remercier tous les 6, ainsi que ceux qui font campagne avec eux. J'aime leur engagement et leur courage dans cette campagne où ils se sont lancés pour nous, pour nos idées. Et j'aime, je crois que nous aimons, leur respect mutuel et je vous demande de les applaudir. Mes chers camarades, nous avons retenu les leçons du passé. Il est révolu le temps où la droite pouvait nous donner des leçons d'unité. Et le contraste est aujourd'hui frappant entre notre débat démocratique, dans la transparence, dans l'unité, et en face, la zizanie qui règne à l'UMP, puisque dans quelques jours, messieurs Estrosi et Bertrand tiendront même un meeting anti-copé dans la ville de Nice. Alors aujourd'hui, nous faisons le rassemblement des socialistes avec le parti radical de gauche de Jean-Michel Bailey, que je remercie de nouveau de sa présence parmi nous. Demain, nous ferons le rassemblement de toute la gauche et des écologistes, cher Jean-Vincent, dont je veux saluer ici tous les représentants de toutes les formations qui sont parmi nous, le mouvement des citoyens, le parti de gauche, le parti communiste. Alors faites comme nos jeunes du MJS qui ont animé la caravane des primaires qui vient d'achever son tour de France à La Rochelle et qui a été lâchement agressé en Loire-Atlantique. Mais ces militants ont montré leur ténacité et leur courage et rien ne les fera reculer. Je veux leur rendre hommage. Faites comme eux. Allez chercher les Français dans vos villes, vos villages, vos quartiers. Allez chercher ceux qui, en cette rentrée, ne supportent plus la casse de l'école. Montrez-leur nos idées, nos propositions pour le quotidien de leurs enfants, comme pour l'éducation du XXIe siècle.
Allez chercher ceux qui, comme nous, aspirent à redonner toute sa valeur au mérite plutôt qu'à la rente, toute sa valeur au travail, à l'emploi de qualité pour tous. Allez chercher ceux qui ne se résignent pas à la disparition des services publics. Et je veux rendre hommage au maire de la Seine-sur-Mer, Marc Vuillemot, qui a mené ce remarquable combat pour sauver une maternité et qui a été soutenu tout au long de cette bataille par des maires dans tout le pays. Montrez-leur notre vision moderne, efficace de l'État. Allez chercher tous ceux qui veulent une économie française plus compétitive dans la mondialisation, qui veulent une industrie plus forte et soutenue, une recherche, elle aussi, plus encouragée, des PME en expansion, une croissance à la fois sociale et écologique. Allez chercher tous ceux qui aiment notre patrimoine commun le plus précieux, la République, et qui sont blessés par l'ignoble discours de Grenoble, la chasse aux Roms, les attaques contre la laïcité, lorsque depuis le Vatican, un président de la République juge le religieux supérieur à l'instituteur. Tous ceux qui ne tolèrent plus le mépris des contre-pouvoirs, des juges, de la presse, des médias indépendants, des syndicats, de l'opposition. Tous ceux qui ne tolèrent plus le mépris des collectivités locales, de nos territoires, la casse de leurs services publics de proximité, le recul de la décentralisation. Allez chercher ceux qui, avec nous, donneront, avant même 2012, dans quelques semaines, un président socialiste à notre pays, le président du Sénat, après son basculement historique par une majorité de progrès lors des prochaines élections sénatoriales du 25 septembre. N'est-ce pas, mon cher Jean-Pierre ? Allez chercher aussi ceux qui ont envie que la France rayonne à nouveau dans le monde, après les années de tapis rouge déroulés à M. Ben Ali et Kadhafi et l'erreur historique de Nicolas Sarkozy face au printemps démocratique arabe. Allez chercher ceux qui sont en colère, ceux qui ont envie de s'indigner pour mieux construire une autre société, plus belle car plus juste, plus forte car plus juste. Car dans les rues de Tel Aviv, de Madrid ou d'Alger, la jeunesse envoie le même message que la jeunesse de France. Nous ne voulons plus de cette vie-là, nous voulons un autre monde, nous voulons un autre avenir. Voilà ceux que nous devons aller mobiliser, d'abord pour les primaires et pour gagner en 2012. Chers amis, dans quelques semaines, les Français confieront à l'une ou l'un d'entre nous la plus haute et la plus noble des charges. Non pas seulement celle de faire gagner la gauche, mais celle de faire gagner la France. 2012 sera, j'en suis convaincu, une confrontation entre le cynisme et l'espoir. Nous ne nous résignons pas à ce que la politique soit aujourd'hui réduite à ce que la droite en a fait, ce qu'Albert Camus appelait une machine à désespérer les hommes. Depuis 5 ans, nous attendons cette confrontation. Et je sais que nous sommes tous impatients d'en découdre avec cette droite arrogante et cynique. Alors, mes chers amis, j'en termine. Dès aujourd'hui, chacun d'entre nous a un devoir à l'égard de notre parti, de notre pays, c'est de s'engager pleinement pour la réussite du grand rendez-vous démocratique des primaires citoyennes que nous tiendrons dans 50 jours, puis pour la victoire en 2012. Cette victoire, elle sera d'autant plus belle qu'elle sera non seulement celle de notre candidate ou de notre candidat, mais qu'elle sera collective. Notre candidat ou notre candidate aura besoin d'une armée de bonne volonté et de militants enthousiastes. Alors je veux vous le dire, vous pouvez compter sur moi et je sais que je peux compter sur vous, qu'ils peuvent compter sur vous, qu'il pourra ou qu'elle pourra compter sur vous. En 2012, avec vous, avec nous, les Français ne choisiront pas seulement la gauche qui fait renaître l'espoir, mais la gauche inventive, à la fois réaliste et rebelle, la gauche qui porte un immense changement pour la France du XXIe siècle. Oui, ensemble, pour notre peuple, qui l'a tant attendu, nous serons au rendez-vous de la victoire en 2012, nous serons au rendez-vous du changement pour la France. Je vous remercie.